anecdote qu'on ne raconte pas ailleurs, mais qu'on peut raconter ici. Il y a une quinzaine d'années, je crois, Eric venait de rentrer comme journaliste à BSB, et moi j'étais chercheur au CNRS, spécialisé dans le manuscrit. Je précisais le manuscrit littéraire, absolument pas les parchemins et autres. Et Eric convainc sa rédactrice en chef à l'époque de venir faire un reportage ici à Rennes-le-Château. Je ne sais pas, c'est il y a 10-15 ans. 97. Donc on débarque ici, le journaliste parisien, l'autre CNRS, je ne le dis pas, les cadors qui débarquent à Rennes-le-Château, on débarque un vendredi soir, à l'époque où c'était Sonia qui tenait la librairie, je me rappelle, et où le regretté Jean-Luc Robin était donc dans le domaine de la baie. Et on va manger donc au restaurant Pomme Bleue, où on explique toutes nos qualifications gigantesques, évidemment, et on entame la discussion avec les chercheurs. Et on a passé une soirée très abreuvée, il faut bien l'avouer, qui s'est terminée avec Jean-Luc Robin dans le domaine de la baie qu'on a visité aux Torches, c'était remarquable, et puis les années ont passé. Il y a 3 ou 4 ans, je reviens à le château, à l'époque c'était l'Apocalypse, je me souviens, je ne sais pas si tu étais un, je ne me souviens plus, et je commence à discuter avec un chercheur, bon, j'avais une petite période de spin, je ne sais pas, je mets un peu en doute quand même le mythe à l'état pur, et le type me regarde et me dit « Mais vous savez qu'il y a 10 ans, il y a un journaliste de l'ET, un chercheur au CNRS qui sont venus fouiller ?» Ah, j'ai pas osé reprendre. Je me suis dit « Putain, on y est. » Ça y est, c'est fait. Alors, juste pour cette histoire, si vous voyez bien qu'on dit ça, le journaliste fait chercheur au CNRS, on se met en boîte nouvelle, il ne faut pas le prendre dans les degrés, puisque la base on vient quand même de Toulouse, donc maintenant de Paris, mais enfin bon. Non, ce qui est très drôle, c'est qu'on était venu là, parce qu'il y avait un bouquin qui était sorti qui s'appelait The Tomb of God, qui, de mémoire, localisait la tombe de Jésus dans le Mont Cardou, c'est ça, de mémoire. Et donc l'idée c'était d'envoyer des pelleteuses pour aller creuser le Mont Cardou. Mais peu importe à la rigueur, je me souviens, j'avais lu ça, je me suis assez fasciné, mais il faut savoir qu'à l'époque, Focus, qui est un des plus grands journaux hebdomadaires allemands, avait fait 8 pages là-dessus, avec preuve à l'appui, comme quoi effectivement il y avait peut-être la possibilité d'avoir la tombe du Christ là. Et par la suite, quand on a réalisé, quand on a écrit le Marcas, évidemment, on s'est souvenu de toutes ces anecdotes, on s'est souvenu de tout ça, on s'est souvenu de l'emballement qu'on avait. Et je pense qu'il fait la force de nos thrillers, c'est qu'on essaie toujours d'avoir cette part d'émerveillement. C'est-à-dire que, quelles que soient les hypothèses les plus folles, après tout, pourquoi pas. Je me souviens une fois, j'ai fait une conférence, ce qu'on appelle une tenue blanche fermée, dans une loge, et on me posait un frère, donc on me pose la question, mais bon, vos histoires remarquables, vos histoires ésotériques, c'était un frère qui était assez laïque, il n'aimait pas ce genre de choses, mais pourquoi vous allez toujours là-dessus, ces histoires ésotériques, mais ça ne tient pas la route, tout ça n'existe pas, vous vendez du rêve aux gens, ils n'en ont pas besoin. Là, je lui ai répondu, mais non, pas du tout. Il ne s'agit pas de vendre du rêve, il s'agit de continuer à penser que, quelque part, au fond de nous, tout n'est pas explicable. Voilà. Tout n'est pas explicable. Il faut qu'il y ait toujours une part de mystère. Parce que si on n'a plus de mystère, si tout s'explique, si Rennes-le-Château, la Bessonnière, c'est uniquement du trafic de messe, voilà, parce que jusqu'à présent, c'était la thèse officielle. Si le trésor des Templiers, après tout, c'est rien du tout, c'est quelques louis d'or, en fait, il n'y avait pas de trésor des Templiers. Si tout ça n'existe pas, qu'est-ce qui reste? Il va rester la religion. Vous allez me dire, après tout, la religion. Et là, intervention, au cours d'une conférence, j'ai une personne qui est pratiquante catholique, on discute sur le trésor des Templiers, il se lève, écoutez, moi il me dit, cette histoire du trésor des Templiers, c'est de la foutaise, je ne comprends pas les gogos qui aiment ça, et je ne comprends pas non plus l'engouement qu'il y a eu sur le Dan Second et le Dan Brown. Les gens sont vraiment des gogos finis. Alors je reviens, je vais écouter monsieur, chacun peut penser ce qu'il veut, je dis, vous êtes pratiquant? Il dit oui, donc je dis, vous croyez en Jésus? Je dis, je suis baptisé moi aussi. Donc, qu'est-ce qui est pour vous le plus incroyable? Pour vous, le plus incroyable, c'est que Jésus ait rencontré une femme et eu un enfant, il y a une descendance, après tout, il n'était qu'un homme, et que quelque part des gens se disent qu'il y a une descendance de Jésus, ou que Jésus, tout d'un coup, réalise un homme ordinaire, réalise des miracles, ressuscite les morts, soit sur une croix, et le lendemain, il ressuscite. Dites-moi objectivement, pourquoi vous rejetez tout ce qui est lié à toutes ces traditions ésotériques, ces trésors des Templiers avec mépris, mais en revanche, quand on vous assène un dogme, vous ne le remettez pas en question. Et je lui dis, écoutez, pour moi, l'ésotérisme,
c'est aussi une façon de remettre en question les dogmes qu'on nous a appris. Moi, j'ai été baptisé dans la religion catholique, j'aurais pu très bien continuer à croire à ce qu'on m'avait expliqué. Mais peut-être qu'à un moment donné, d'autres personnes, d'autres gens se disent, mais cette vérité officielle, il y a peut-être d'autres choses derrière. Alors, il ne s'agit pas de prendre tout pour argent comptant, il ne s'agit pas de tomber dans le charlatanisme, mais je disais à cette personne, essayez de raisonner autrement, et du coup, peut-être que les gens qui aiment tout ce qui est ésotérique, c'est peut-être au contraire des gens qui ont l'esprit critique. Et quand vous vous moquez d'eux, et quand certains médias se moquent de ces gens-là, mais vous faites fausse route. C'est plutôt des gens qui, dès le début, se sont dit, et si derrière chaque vérité officielle, il y avait autre chose derrière. Et nous, on essaye, avec notre marquage, notre héros, à chaque fois, de revisiter ces énigmes et ces mystères. Alors, je pense même que, voilà, je vais parler en tant que franc-maçon et frère, comme je l'ai indiqué, je fais partie du Grand Orient de France. Le Grand Orient de France est une obédience maçonnique très connue pour son intérêt pour les questions sociétales, très impliquée dans ces questions-là, et qui, même s'il pratique bien sûr l'initiation maçonnique classique, n'a jamais eu la réputation d'être une obédience particulièrement ésotérique. Mais ce qui est très drôle, c'est que quand vous êtes invité à une tenue dans une loge pour parler du bouquin, et qu'on arrive à l'Apocalypse qui se passe à Rennes-le-Château, là vous avez la moitié des frères qui oublient qu'ils sont politiques, sociologues et tout, qui vous disent « Ouais, vous avez la Rennes, vous avez fouillé, vous avez trouvé quelque chose ?» Et le nombre de frères qui s'intéressent à cette question est essentiel. Alors on s'y intéresse aussi de façon intéressée, pour plusieurs raisons. Il y a quelques années, quand il a été trouvé, semble-t-il, un cordon maçonnique dans les affaires de la Maissonnière, autant vous dire que ça nous a un petit peu troublés. Même si aujourd'hui, dans le milieu maçonnique, on est assez convaincu que la Maissonnière était plutôt un grand collectionneur de tout ou n'importe quoi, et que le cordon est tombé un petit peu dans ses mains de façon je dirais, aléatoire. En revanche, tout ce qui touche au lien entre Rennes-le-Château et la famille Châteaubriand, alors là, nous intéresse à nous très, très grandement. Pour une raison toute simple. C'est que la famille Châteaubriand est fondateur d'un rite maçonnique très important, qui nous a toujours beaucoup intéressés, et sur lequel les archives ont totalement disparu. Le marquis de Châteaubriand prétend qu'en 1792, une partie des archives a été volée, mais entendons-nous bien, c'est la partie des archives qui était dans les temples qui a été volée. Ce qu'on a vu apparaître publié dans les années 1910-1913, si je me souviens bien, et ce que la famille Châteaubriand possédait en propre à l'intérieur de son propre héritage. Et ça a été publié par un écrivain catholique assez marqué, de façon assez négative. Toutes ces archives, nous les cherchons depuis fort, fort longtemps. Curieusement, j'ai cru comprendre que le frère de la Maissonnière avait été, semble-t-il, un employé, des choses comme ça, de la famille Châteaubriand. Et un bruit court, comme quoi, il aurait été renvoyé par un délicatesse pour avoir quelque peu dérobé ses archives. J'ignore totalement si ces choses-là existent ou pas, mais il est bien évident que pour nous, on a un intérêt assez important à retrouver cet ensemble d'archives qui sont totalement essentielles, et dont il semble bien qu'elles naviguent autour de Rennes-le-Château, en tout cas que le mystère de Rennes-le-Château y soit en partie marqué. Je vous rappelle aussi, à titre indicatif, que toute l'affaire du Don Brave et la descendance de Jésus-Christ proviennent d'un bouquin que tout le monde a oublié, qui est le bouquin de Robert Amelin, qui s'appelait Le mortel secret des Templiers, et que Robert Amelin, pour les frères, fait partie des figures quasi emblématiques de ceux qui ont ressuscité les rites ésotériques dans la franc-maçonnerie à partir des années 1940-1960. Donc, on n'est pas du tout insensible à ce qui a pu se passer ici. D'autant moins insensible que quand on a publié Apocalypse avec Éric, on a retrouvé dans les archives du Géo la fiche d'appartenance d'un certain Pierre Gontard de Saint-Clair au Grand Orient de France, et le fait aussi que l'obédience en soit débarrassée de Pierre Gontard de Saint-Clair assez rapidement, semble-t-il, pour de malversations. Mais quand ils font le prieuré de Sion, sur les membres a posteriori, la majorité des membres qui sont fondateurs de prieuré de Sion à l'époque sont des francs-maçons issus de sa loge. Donc, comprenez l'intérêt qu'on peut avoir sur ce type de questions. Le mystère de Rennes-le-Château, où à mon avis, il y a plusieurs couches de mystères qui se superposent, et parfois, à mon avis d'ailleurs, de façon contradictoire,
effectivement, ont à voir avec les ministères de l'information. Bon, de là, imaginez qu'on vienne ici en voiture noire blindée, en costume cravate, pour essayer de récupérer nos archives. Attention, ne rentrons pas dans ce délire-là. Mais c'est vrai qu'on a eu un œil, depuis toujours, très intéressé sur ce point-là, parce que, indépendamment de Béranger Saunière, quand vous regardez le milieu culturel de l'époque de Béranger, avec les Wisnowski, avec les gens qui sont à Carcassonne et ailleurs, c'est un véritable vivier d'ésotérisme et d'ésotéristes, et c'est pas très étonnant qu'un mythe pareil ait vu les jours ici. Félicitations sur le coup de marketing il y a quelques mois. Rennes le Château avait perdu un petit peu de son aura et de son prestige au bénéfice du Bugarak, les voisins bien aimés. Mais là, franchement, avec le coup de la grotte et les chercheurs qui s'écrivent en public, là, bravo, vous avez parfaitement réussi votre coup. Là, maintenant, l'actualité est de nouveau, effectivement, sur Rennes le Château. Alors, j'ai l'air de présenter comme ça, mais je ne prends pas ça du tout au sérieux. Il y a une personne que j'aimerais bien quand même réhabiliter un petit peu, c'est Pierre Plantard de Saint-Clair. C'est vrai que Pierre Plantard de Saint-Clair a été présenté ces dernières années, à travers ses différentes créations, une sorte de fumiste génial, qui aurait monté l'affaire de Rennes, d'abord en épingle, déjà, et ensuite de toutes pièces. Quand on a la curiosité de regarder un petit peu la manière dont Pierre Plantard de Saint-Clair a monté son affaire avec Gérard de Sèvres, on s'aperçoit qu'il y a une construction fondamentale qui est quand même très très bien montée. Si vous prenez un des premiers bouquins de Gérard de Sèvres sur Gisors avec Roger Lemoy, et voir des derniers chapitres qui a été rédigé par Pierre Plantard de Saint-Clair, excusez-moi, enfin, pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse de très près à l'ésotérisme, c'est très bien fait et c'est très bien préparé. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être commencer à repenser l'intégralité, je dis bien l'intégralité des textes de Gérard de Sèvres de manière différente. C'est-à-dire, alors là je dénonce une opinion strictement personnelle, je pense franchement que Gérard de Sèvres n'a pas codé ses textes, mais a laissé passer à travers ces textes un certain nombre d'informations que l'on peut retrouver si on applique une technique assez simple qui est un peu la technique du surréaliste. Christian Lemaire, qui est là, l'a fait dans un article qui s'appelle « L'origine du mythe de Rennes le Château », en expliquant que si on regardait un petit peu les textes de Sèvres et qu'on regarde justement ce qui cloche dans les textes de Sèvres, c'est-à-dire ce qui n'est pas normal, on trouve des choses. Alors, on va juste une petite démonstration pour le plaisir. Si vous prenez ce petit bouquin, je suis désolé, je n'ai pas d'édition originale, publié dessus, Le secret des cathares, il y a un chapitre sur le Graal. Bon, tout le monde connaît le Graal, pas de problème. Et le chapitre sur le Graal s'intéresse beaucoup à un écrivain allemand qui s'appelle Wolfram von Essenbach, et qui a écrit du Graal. Très bien. Et Gérard de Sèvres dit, oui, Wolfram von Essenbach, quand il écrit ce bouquin-là, dit qu'il a été inspiré par un troubadour, qui s'appelle, si ma mémoire est bon, Biot le Provençal. Quand vous regardez les auteurs dits sérieux universitaires, qui ont travaillé évidemment sur le Parsifal de Von Essenbach, vous apercevez qu'ils ont beaucoup de mal à identifier ce Biot le Provençal. Souvent, on l'identifie avec Biot de Provins, qui a peu à voir, semble-t-il, puisque Provençal, dans le langage médiéval de cette époque-là, signifie tout le sud de la France. Et Gérard de Sèvres dit non, c'est un certain Guillaume de Tudel. Pourquoi ? Parce que Wolfram Essenbach dit que ce personnage, ce Biot le Provençal, est originaire de Tolède. Notre ami Gérard de Sèvres inverse les consonnes et en fait Guillaume de Tudel. J'ai vérifié dans toutes les éditions à l'heure actuelle qu'on peut avoir de Essenbach, aucun universitaire ne donne cette interprétation. Elle est, du point de vue universitaire, totalement surréaliste et délirante. Bon. Maintenant, il faut voir qui est Guillaume de Tudel. Guillaume de Tudel est celui qui a écrit la version occitane de donc, la croisade des Albigeois. C'est assez surprenant quand on connaît les mythes cathares qui est autour. Plus curieux encore, quand on se penche sur ce personnage, on dit ce Guillaume de province, Guillaume Tudel, a été inspiré par un autre personnage, un voyageur juif, etc. C'est quand même assez curieux. On cherche un peu, et on trouve, parmi les gens qui ont vécu à Tudel, et donc Guillaume de Tudel a une connaissance, un voyageur juif qui s'appelle Benjamin
de Tudel, qui en 1160 a fait le voyage de Tudel à Jérusalem et qui est rentré par l'Égypte. J'ai eu la curiosité de regarder la relation de Benjamin de Tudel. Un type très curieux. Il y a deux trucs qui l'intéressent. Le nombre de juifs par ville et les teinturiers. Parce qu'il était teinturier d'origine. Et son livre est d'un ennui colossal. C'est d'un ennui colossal jusqu'au moment où on arrive à leur royaume franc de Jérusalem. Là, ce type qui dit oui, il y a 200 juifs là, ils s'appellent là. Là, les teinturiers, ils font ça avec du tel truc de teinture. Tout à coup, il commence à parler des assassins. Bon, très curieux. Puis on arrive à Jérusalem, et là, il commence à parler des chevaliers qui sont sur le temple de Salomon. Bon, très curieux. Et puis, le texte date de 1160. Ceux qui ont lu Gérard de Chelles et Gisors, je pense, verront rapidement le lien. Je vais essayer de vous le lire parce que c'est un texte qui est un petit peu ancien. Il y a environ 15 ans, c'est un texte de 1160, qu'une muraille du temple, excusez-moi, étant tombée, le patriarche ordonna au prêtre de rebâtir cette église, lui dit de prendre les pierres de l'ancien mur pour cet effet. Ce que ce prêtre se mit aussitôt en devoir de faire. Il loua une vingtaine d'ouvriers qui arrachaient les pierres des fondements. Parmi ces ouvriers, il y en avait deux d'entre eux très bons et très fidèles amis. Un jour, un de ces deux ayant régalé son camarade, étant retourné un peu tard à leur ouvrage, celui qui les commandait leur dit « Pourquoi venez-vous si tard ?» À quoi ils répondirent « Qu'est-ce que cela te fait? Nous travaillerons pendant que nos camarades iront manger. » En tirant une des pierres, ils en tirèrent d'autres, et ils trouvèrent l'entrée d'une caverne ou d'une grotte. Là-dessus, ils se dirent l'un à l'autre « Allons voir si nous trouvons quelques trésors. » Vous voyez comme quoi, on y arrive rapidement. Ils entrèrent donc dans la caverne jusqu'à qu'ils parviennent à un grand palais bâti sur des colonnes de marbre tout couvert d'or et d'argent, et s'offrirent à leur vue une table et un spectre d'or avec une couronne d'or. C'était le tombeau de David, roi d'Israël. À sa gauche était celui de Salomon. Même ceux de tous les autres rois de Juda qui ont été ensevelis, il y avait aussi des coffres fermés. La trouvaille a été faite, comme dit le texte, sur le mont de Sion. Vous chercherez le Gérard de Chelles et allez chercher certaines de ces choses. Sur cette partie ésotérique, il y a quelque chose qui est assez fascinant, c'est que vous voyez, on part de Rennes-le-Château, on arrive à un chroniqueur qui nous parle de cette période-là, on arrive à la période des Templiers, et tout se tient, c'est ça qui est assez fascinant, c'est que c'est un jeu, en fait, c'est toute une construction intellectuelle, l'ésotérisme. On part d'un curé de Rennes-le-Château pour arriver au trésor des Templiers, après le trésor de l'Arche d'Alliance, après le trésor des Visigoths. Ça n'en finit pas, c'est un abîme permanent. Et cet abîme-là, il est fascinant en soi. C'est-à-dire, encore une fois, peu importe que ce soit vrai ou pas, c'est cet abîme profond. À un moment donné, avec Marcas, on a pensé lui adjoindre, on comptait dans la première version d'Apocalypse, lui adjoindre un chercheur de Rennes-le-Château, qu'on aurait fait mourir à la fin, qui aurait symbolisé pour nous le type même de l'érudit, du passionné, qui au début commence normalement, qui est fasciné par ce genre de choses, et qui petit à petit perd progressivement contact avec la réalité, qui commence à avoir des connexions partout. C'est-à-dire, tout est lié, derrière chaque pierre, il y a quelque chose qui est gravé. La montre, voilà, déjà par exemple, le tonnerre gronde pendant que je parle, est-ce que c'est pas un signe? Bref, c'est une vision où tout se tient. Et ces gens sont sérieux. Et on s'est dit que ce personnage-là, à un moment donné, on l'avait bâti, et on l'a abandonné. On s'est dit non, on ne va pas le mettre. Pourquoi? Parce que quelque part, nous aussi, on aurait pu être comme ça, et ça aurait été trop facile parce qu'il aurait pu prêter à la moquerie. Et parce qu'on a un respect pour Rennes-le-Château, le mythe, l'histoire, les chercheurs qui sont succédés, on a tout changé. On a enlevé, je peux vous dire que ça fait beaucoup de boulot parce que le personnage était vraiment intéressant. Et dans ce que tu dis, dans ce que tu viens de trouver, à partir de là, il y aurait déjà matière à bâtir soit un roman, une fiction, soit un ouvrage dit sérieux qui dirait qu'explorer une nouvelle piste de recherche. Et ça participe à l'abîme. C'est une mise en abîme, le château. Et je sais que par exemple, on a un confrère, un auteur qui s'appelle Henri Levatreux, qui est venu ici il y a quelques temps, qui est aussi auteur de thrillers peut-être moins ésotériques que nous,
Et on a une ligne de partage entre nous deux, d'abord parce que nous sommes des amis, mais lui utilise ces mythes-là, c'est lui qui a écrit le Testament des siècles, bien avant le Da Vinci Code, mais lui a toujours, il y a une limite, il y a le rationnel. C'est-à-dire qu'il utilise ces mythes-là, mais après, tout est rationnel. Nous, c'est différent. C'est-à-dire qu'avec tout ça, tout ce qu'on vous a parlé, mais plein d'autres choses, on laisse ouvert une part à l'imagination. On ne ferme pas en disant tout ça n'existe pas. Parce que c'est cette puissance qui agit, qui est derrière. Et sur cette partie maçonnique dont tu parlais, là récemment je discutais avec un chercheur qui est ici, qui a des éléments intéressants sur la partie maçonnique sur l'église de Rennes-le-Château. Eh bien, sincèrement, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais en revanche, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce qu'à partir de là, il y a toute une construction intellectuelle qui se met en place, et en ça, c'est respectable. Et là, je voudrais juste en profiter pour juste exprimer une opinion par rapport à ce qui s'est passé sur la grotte, l'affaire de la grotte, cette découverte avec Franck Dafos d'un côté et Vallée de l'autre, qui a été médiatisée, et j'ai cru comprendre que c'est en train de prendre une tournure qui n'est pas forcément sympathique. Et ça, c'est quelque chose qu'avec Jacques, on regrette profondément. Nous, on n'habite pas dans le coin, nous, on est extérieur, on est des amoureux d'un château. Et on ne comprend pas, mais vraiment sincèrement, pourquoi les gens s'étrippent là-dessus. On voit ces forums. Alors que tout le monde, tous les gens, même si les opinions sont différentes, même si vous avez chaque... Parce que je sais qu'il y a des chercheurs dans la salle, et même les lecteurs, chaque lecteur a son opinion, pourquoi les gens se déchirent-ils alors qu'ils devraient tous plutôt être là en train de se dire on vit quelque chose de formidable, on est dans un endroit formidable, on peut se moquer peut-être avec tendresse d'une hypothèse un peu farfelue, ou d'une hypothèse que ça, mais peu importe, à la base on est tous réunis par la même chose. Et vraiment, j'en discutais avec Philippe, je dis c'est malheureux que ça prenne cette tournure-là, parce qu'il suffirait de peu pour qu'à nouveau, les vues de l'extérieur, c'est facile pour nous, les vues de l'extérieur, Rennes-le-Château continue par essence même ce qu'est la force de Rennes-le-Château, c'est-à-dire une fabrique à mythes, dans le bon sens du terme. Un endroit où on vient se ressourcer, on vient prendre du plaisir, être hors du temps, comme dans un temple maçonnique, on est hors du temps. Moi, à chaque fois quand je viens là, j'ai amené mon épouse récemment, je viens là, ça me fait quelque chose, sincèrement, quand je vais dans le domaine de la Bessonnière. Quand je vais dans la tour Magdala, je pense à plein d'autres choses, à plein de choses que j'ai lues quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, à ce que j'ai pu lire par la suite. Et si simplement il pouvait y avoir un mouvement à rebours de ce qui se passe actuellement, où les gens, au lieu de se déchirer, se disent après tout, on est tous là parce qu'on est réunis par quelque chose qui nous passionne, ce serait quelque chose de génial. Voilà. C'est vrai que c'est un sentiment partagé, mais c'est un pieux sentiment aussi. Et vous savez que les pieux sentiments se réalisent rarement. Moi, ce qui me gêne un peu avec ce qui se passe depuis quelques années, c'est que somme toute, si on analyse d'un point de vue du mythe, on s'aperçoit que c'est un mythe récent. Parce que somme toute, quand la Bessonnière meurt, on est au début du siècle passé. Des témoins qui sont encore vivants, qui ont eu un lien direct ou indirect avec cette affaire. Bon, déjà, on s'aperçoit quasiment un siècle après, ça devient de plus en plus difficile de démêler ce qui s'est passé, ou ce qui s'est passé réellement à l'époque de la Bessonnière. C'est déjà un premier problème quand on veut faire une étude scientifique du sujet. Mais j'ai l'impression que ces dernières années se sont rajoutées, non pas des mythes, mais des hypothèses de travail dont la validité scientifique est quand même fondamentalement discutable. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je tiens absolument à ce que les mythes de Rennes-le-Château soient vivants, et je me dis que le jeune chercheur qui avait 20 ans comme nous, il y a quelques années, qui aujourd'hui veut se replonger dans le mythe de Rennes-le-Château, franchement, c'est rentré dans les enfers de Dante, parce que le nombre de livres, le nombre d'affirmations péremptoires, le nombre de décodages, là je vais être un peu méchant, mais franchement, digne d'un CM2, ça va décourager un certain nombre de gens de reprendre l'affaire à sa racine et d'y trouver du sens. Le mythe, c'est bien, ça favorise le rêve, mais je pense qu'à un certain moment, il faut quand même trouver une signification à ce qui s'est passé.
Et moi, là, aujourd'hui, on lit avec Eric, systématiquement, quand le bouquin sort sur Rennes le Château, on casse la tirelire, boum, on achète le bouquin sur Rennes le Château. Il y a 2 sortes de bouquins, en fait. Enfin, 3 sortes. Il y a de très rares bouquins sérieux, vraiment très rares. Il y a des bouquins, des compilations. Alors ça, les compilations, quand vous lisez Rennes depuis 30 ans, c'est un plaisir. Vous pouvez faire une archéologie de la compilation de Rennes. Moi, j'adore ça. Le type qui arrive, il n'a jamais rien vu, il prend un bouquin, il lit tout, il compile. Bon, une compilation, c'est rigolo. 2 compilations, bonjour les dégâts. Et on a des compilations qui sont en reprenant des erreurs, qui sont pourtant connues, qui sont incroyables. Et puis après, il y a ce qu'on appelle des créations. Alors moi, les créations qui sont fondées intellectuellement, elles me vont. Quand il y a du texte à l'origine, quand il y a du témoignage fiable à l'origine, ça me convainc. Mais j'ai vraiment l'impression que là, cette fois, on a mis le mystère de Rennes le Château à un tel niveau d'excellence ou d'exigence, comme vous voulez, qu'aujourd'hui, je pense que si le peuple Béranger-Saunière revenait à Rennes, on aurait beaucoup de mal à retrouver le trésor. Moi, je ne suis pas d'accord. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on a un duo, donc on ne peut pas être d'accord sur ce que vous avez compris. Moi, ce qui me fascine, c'est le côté fiction fantasmatique et symbolique, ésotérique, ce que ça dégage. Ce qui n'est pas forcément une partie effectivement scientifique, comme tu le dis. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas qu'il y ait un nouveau bouquin qui sorte avec une nouvelle théorie, à la mesure où je sais que je suis Rennes le Château, je sais que, après tout, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de la lecture. Là où moi je vois une ligne de partage des eaux, inquiétante et dangereuse, elle est, et c'est pour ça que aussi on a fait on a donné un peu d'écho à ce qui s'est passé avec la grotte, c'est ce que j'ai vu, ce que je sens venir avec l'affaire du Bugarak. Parce que là, pour moi, c'est clair, c'est pas pareil. Moi, Rennes le Château, on y trouve le trésor des Templiers, des Visigoths, les Cathares, le Graal, on voit des constructions et tout, ça va très bien, c'est pas un souci, parce que chacun, et tout. Et je pense qu'à la base, il y a une démarche critique, une démarche de construction intellectuelle. Chaque auteur dans son coin fait une démarche respectable, même s'il n'est pas scientifique, mais se dit, après tout, j'ai une hypothèse, pourquoi mon hypothèse, elle n'est pas meilleure qu'une autre. Moi, je trouve ça respectable. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Bugarak, où là, il y a une sorte de frappés qui vont attendre la fin du monde, qui sont dans la croyance. Et moi, je me suis battu, puisqu'on en a discuté quand je discute avec des confrères journalistes, ne mélangez pas, par pitié, les deux. Les gens qui s'intéressent à Rennes le Château, c'est pas les mêmes gens qui s'intéressent à la fin du monde et aux secoupes volantes au Bugarak, ça n'a rien à voir. Dans un, il y a un intérêt pour les mythes, pour la religion, pour le décryptage, pour l'ésotérique, pour la symbolique, au bon sens du terme. Pour l'autre, il y a une démarche limite sectaire, parce que j'ai vu des reportages où des gens qui sont là à attendre la fin du monde, mais ça n'a rien à voir avec moi, les chercheurs que j'ai pu rencontrer, les gens qui s'intéressent à l'ésotérisme. On mélange des choses qui n'ont rien à voir. Donc, sincèrement, toi où tu vois cette ligne de partage, attention avec ces constructions pseudo-scientifiques, moi, elle est décalée, cette ligne de partage, elle est liée avec cette histoire du Bugarak. Quand on sait que le Bugarak n'est qu'après tout qu'une excroissance bâtarde de ce qui s'est passé à Rennes le Château. Discuter avec Philippe Marlin, mais c'est lié aussi à la venue de Jimmy Dieu à un moment donné, qui a donné le micro à quelqu'un qui entendait des bruits de soucoupes volantes dans une grotte, et il y a la vidéo qui passe là, mais quel est le point commun entre un type, une espèce de frappé qui entend des bruits de soucoupes volantes, et quelqu'un, un chercheur, même qui va sur des sentiers différents, des sentiers qui ne sont pas battus, et qui essaie de poser des questions symboliques. Mais pour moi, rien. Et attention, pour moi, je ne fais pas cet amalgame, et je ne le ferai jamais. C'est pour ça que, par exemple, quand on a traité notre histoire de Rennes le Château, on n'a jamais voulu faire de données dans le Bugarak. Quand on a fait notre double sur cette histoire de Rennes le Château, on n'a pas mélangé le Bugarak. Et la découverte, pas découverte de Daphos, de Vallée du Troisième, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec ce phénomène qui se met en place autour du Bugarak. Dans un, c'est respectable dans la mesure où il y a des gens qui ont consacré leur énergie. Encore une fois, je ne les connais pas personnellement, ces gens-là. Je ne suis pas ami avec eux, je n'ai pas d'intérêt avec eux, mais comme tout travail, je respecte le travail qui a été fait de chercheurs. Après, qui s'étripe, c'est autre chose. Alors que dans l'autre cas, au Bugarak, on a tout à fait autre chose. Et encore une fois, moi je discutais avec Philippe ou avec Nicolas ou je ne sais plus qui d'autre, attention à ne pas tout mélanger. Et c'est là où moi, cette ligne de partage, elle est fondamentale, et je reviens à nos Marcas. On fait extrêmement attention à ce qu'on fait, parce que quand vous êtes dans l'ésotérisme, dans le thriller ésotérique, c'est très facile de balancer des choses
et de faire croire aux gens que ça soit vrai, que ça soit véridique. On ne le fait jamais. Dans nos marques-là, vous avez la partie fiction. Avant tout, nous sommes des auteurs de romans policiers et on ne se prend pas pour autre chose. Et à la fin, vous avez des annexes. On vous dit voilà ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est le fruit de notre imagination. Et dans l'ésotérisme, là, il y a cette ligne de partage où très vite, ça peut basculer dans le sectaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une part aussi de naïveté, ça il faut le dire, et il y a une part de cet émerveillement qui est à la base tout à fait respectable. On a tous besoin de se rémerveiller, on a tous besoin de se réenchanter. Vous avez vu le monde dans lequel on vit, on vous parle de dette, on parle de crise, on peut continuer pendant des décennies comme ça, on a besoin d'autre chose. C'est une chose de faire appel au rêve, c'est une autre chose de faire appel, de s'intéresser à l'ésotérisme et à la symbolique. Il va passer autre chose de passer dans le sectaire, d'aboutir aux croyances pures et dures, et de ne pas en avoir. Et les personnes que j'ai vues qui sont liées, qui gravitent autour du Bugrac, là, en revanche, mon côté, on va dire journaliste, je me méfie. Là, j'ai un blocage total, ça marche pas, avec moi, ça marche pas. Le pire de l'histoire, c'est que ça ne fait même pas rire. C'est-à-dire que ce qui se passe avec des gens qui sont sincèrement persuadés que la fin du monde va arriver au Bugrac, qui sont là, qui ont vendu leurs appartements pour faire venir leurs familles qui sont là, mais quel rapport ça a avec le château? Rien du tout. Mais rien du tout. C'est une sorte de bâtardisme intellectuel qui n'a pas lieu d'être. Et qui peut nuire, je pense, à le château. Alors quand tout d'un coup, en juillet, il y a des chercheurs qui découvrent une cachette avec un trou, et on ne sait pas ce qu'il y a derrière, je suis désolé, c'est tout à fait respectable. Même si je ne suis pas forcément certain que qu'il y ait quelque chose derrière. Mais au moins, ils ont fait leur travail, je pense, avec honnêteté. Alors après, je sais peut-être qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas, mais en tant qu'une personne extérieure, je me dis, arrêtons peut-être de tout mélanger. C'est peut-être un peu raconter que des gens arrivaient, des trentenaires, et demandaient la maison de Marie-Madeleine. Là, intellectuellement, voilà, c'était ma limite. Le problématique, si vous préférez, de l'ésotérisme tel qu'il est pensé, surtout dans des secteurs comme aujourd'hui, c'est le risque du syncrétisme. C'est-à-dire autant pour la synthèse intellectuelle dont on vient parfaitement, autant le syncrétisme qui mélange absolument tout et fait une espèce de bouillie New Age qu'on avale comme ça en disant mon Dieu, ça y est, j'ai découvert la vérité. Là, j'y suis totalement opposé. En revanche, là on est tout à fait d'accord avec Eric, c'est cette capacité à faire limite. Et chaque fois que je pense à Marc Le Château, je paraphrase une citation de Jules Renard qui disait quand je vois tous les livres qui me restent à lire, je sais que je mourrai heureux. Moi, je dirais que quand je vois tous les mythes qui surgiront encore à Le Château, je sais que je mourrai heureux.